Oui, on est de retour à l'émission en compagnie d'André Drainville et on parle de l'anniversaire, peut-être sombre, du néolibéralisme. Euh, la façon qu'on en a parlé un petit peu, on a l'impression qu'il y a eu une date pivot en 1975. C'est comme s'il y avait eu une décision ensuite qui était imposée au peuple et aux nations de par le monde. Euh, j'ai le terme complot là, qui me vient en tête, là, comme si on surfait avec des théories du complot. Comment on s'en éloigne ou comment on explique finalement que c'est peut-être un cheminement rationnel et ordonné? Ben, non, rationnel et ordonné, non. Il ne faut pas s'empêcher de voir le pouvoir derrière les manières dont les choses sont instituées. Complot, non. Mais il y a un moment, il y a un moment assez radical. Je veux dire, il y a un moment vraiment très cohérent là, entre 73 et 75 où tu vois une patente, une stratégie de sortie de crise. Et ça puise à des économistes qui ont 40 ans, des idées. Il n'y a pas un complot, mais il y a des gens qui se réunissent. Hmm. Il y a une construction politique. Il ne faut pas s'empêcher de le voir par peur d'avoir l'air d'un imbécile qui parle des théories du complot. Il y a des gens qui se réunissent. Il y a des gens qui donnent forme à l'idée. Puis on sait, on sait que par exemple, la croissance économique entre 45, la fin de la Deuxième Guerre, et 75, Ouais. était très égalitaire. Les plus pauvres dans la société, leur richesse augmentait, disons, à la même vitesse que les plus riches. Tout le monde devenait plus riche dans ces années de croissance. À partir de 75, c'était plus pareil. La richesse des plus riches continue à augmenter, en fait, à augmenter beaucoup plus vite. Les moins riches, leur richesse a stagné. Et ça, c'est quelque chose, c'est un fait, on peut voir ça. Il y a des études, il y a l'étude de la corporation Rand qui a fait une analyse de justement ce transfert, la richesse qui a été transférée en fait, ils ont regardé les 90% de la population les moins favorisés. Il y a, selon leur analyse, 47 000 milliards de dollars qui ont été transférés de la 40-10% moins riches aux 10% plus riches pendant les années 60, entre les années 75 et, je pense, la fin de la période analysée, c'était 2018. Donc ça, c'est un fait. C'est quelque chose... La corporation Rand, ce ne sont pas des radicaux. Donc, Non, comment est-ce que ça s'est arrivé? C'est plus non, il y a un ça moment, la il y a un moment de question. fondation. Il y a un moment de fondation du néolibéralisme très radical. Vraiment quelques années. Là. 5-6 ans, là, tu peux dire il y a quelque chose qui se passe. Puis tu peux assez facilement tracer une généalogie qui te ramène à 73, 74, 75. Les années, mettons, ces années-là. Après ça, ça établit des manières d'être collectives et des manières de faire. Puis ces manières d'être et de faire-là t'empêchent de voir les barbares qui rentrent. Puis ils rentrent pour des bonnes raisons. Ils rentrent pour piller les richesses sociales. Ils rentrent pour chercher à extraire de la richesse. On parle souvent de l'extractivisme du capitalisme contemporain. Ben, c'est extraire là où le capitalisme s'était pas installé. Donc, de capitaliser les manières de faire et d'autoriser à ce que... J'aurais le goût de donner un exemple très concret, parce que ça a l'air professoral, là, mais mettons Airbnb. On parle de privatisation puis d'idées auto-entrepreneuriales de soi-même. Ben, Airbnb, permet à des gens d'extraire une richesse d'une espèce d'ambiance du quartier qui était capitalisée d'une certaine manière. Le quartier où j'habite, Saint-Jean-Baptiste, il y a une allure, il y a des quartiers comme ça dans toutes les villes nord-américaines. Tu as un peu plus chic, un peu plus... Ce qui ralentit un peu ça dans Saint-Jean-Baptiste, c'est les coops. Puis ça permet de tisser des liens sociaux. Les coops ralentissent. Les gens ne changent pas aussi rapidement les coops. Donc, il y a un lien social. Les gens s'investissent dans, je sais pas, l'école locale ou dans la vie sociale. Puis ça fait un quartier. Puis Airbnb, ça vient privatiser une partie des logements ou une partie de la semaine, une partie de l'année, puis ça extrait cette ambiance-là. C'est ce que les gens veulent dans Airbnb. Puis c'est pas en soi ni mal ni bien, mais il y a un certain niveau où
tu t'aperçois que là, ça tue ce que ça vient chercher. Là. Comme n'importe quelle extraction de mines, de richesses, extraire de l'eau fraîche, ça extrait jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Puis ça vide un quartier, on le voit dans Saint-Jean-Baptiste ces jours-ci, là, ça paraît. Il y a des quartiers comme ça, Barceloneta à Barcelone, ou il y a des quartiers de Brooklyn, des parties de Brooklyn. Tu te dis, tiens, ça a l'air, là, ça n'a plus le vibe que ça avait. Là, ça n'a plus l'ambiance intangible d'un vrai quartier là, où tu as, comme touriste, l'impression d'arriver dans un endroit qui te dépasse un peu, dans lequel tu peux te fondre un peu, puis il y a des bouts des bouts d'été dans Saint-Jean-Baptiste, tu as vraiment l'impression d'être dans des quartiers de surtourisme. Là. Donc, c'est pas juste le complot, c'est pas ça, mais une manière de faire définie, dont il ne faut pas s'empêcher de voir qu'elle a été à un moment particulier par des gens particuliers. Tu sais, le président, le fondateur de la trilatérale, la commission trilatérale, qui a demandé le rapport dont David parlait, c'est quand même le président de la Chase Manhattan Bank. C'est David Rockefeller, ancien vice-président, ancien candidat à la vice-présidence américaine. C'est pas... Tu voudrais chercher une incarnation du capital financier que tu n'en trouverais pas de meilleure. Là. Quels sont les autres acteurs? Par exemple, l'État, on pourrait en parler aussi. Il y avait un peu... c'est certainement pas une coïncidence, David. Les années que tu parles de l'après-guerre, l'État se développe beaucoup. L'État prend de plus en plus de rôle. Et à partir de 1975, le rôle de l'État change progressivement. Veux-tu nous parler de cet acteur-là et des autres acteurs aussi? La trilatérale, en fait, c'est 2 fois 3. Là. C'est trilatéral dans le sens géographique du terme. C'est le Japon, l'Amérique du Nord puis l'Europe. Mais c'est aussi trilatéral dans le sens l'État, les corporations et les syndicats corporatistes. C'est-à-dire les syndicats qui acceptent que le marché et le capitalisme sont des moteurs de la croissance, des moteurs d'une bonne vie sociale. Donc, c'est ces 2 dimensions-là. Donc, l'État fait partie de ça. L'État est une partie intégrante de ça. Mais un État qui est distant puis qui opère à distance, disons, des relations sociales et qui applique des solutions qui sont particulières, qui sont cohérentes avec ce qui est appliqué dans le monde et qui permettent une sortie de crise. Je donne un exemple à Québec. Un exemple qui est assez probable, j'en parle assez librement parce que j'en faisais partie, les SDC à Québec, les Sociétés de développement commercial. J'étais sur la SDC du quartier Saint-Jean-Baptiste plusieurs années. Les SDC ou les Business Improvement District aux États-Unis, c'est exactement ça le néolibéralisme. C'est l'État ou l'État municipal qui se cherche un interlocuteur, à la fois qui se cherche un interlocuteur avec qui valider, qui demande à cet interlocuteur-là de produire des solutions pour organiser le quartier. Tu se choisis un interlocuteur, ça ne peut pas être le Compop, ça ne peut pas être les comités de citoyens parce qu'ils ont une impunité comme les résidents des HLM avant les réinventions Thatcher. Ils ont une impunité face au marché. On demande à des commerçants, puis dans les SDC, moi, le SDC Saint-Jean-Baptiste, c'est essentiellement des gens qui louent, c'est comme des amis, des gens que je connais, qui sont peut-être des commerces, je ne vais pas les nommer pour pas en gêner certains, puis, mais c'est pas le capitalisme incarné, là. C'est des petits commerçants locaux, c'est des locataires, c'est pas les propriétaires, qui ont une idée du quartier qui est très cohérente avec ce que le Compop à certains égards. Parfois très différent, là. Très différent sur, par exemple, Airbnb, il n'y a pas de terrain commun d'entente, mais sur ce que c'est qu'une vie locale, une vie de quartier, c'est très cohérent. Mais l'État choisit de créer de toutes pièces en 80, je pense, le changement de... Là, je suis conscient que je m'adresse à des gens qui connaissent plus que moi, mais je pense en 80, le changement de règlement à Québec qui autorise la création des SDC. Donc, l'État donne de l'argent aux SDC. 40 ans après, les SDC, l'autonomie opérationnelle des SDC a beaucoup diminué. Ça devient des extensions de l'État. Qui opèrent avec des mandats de plus en plus définis sur des questions de plus en plus définies. Donc, est-ce que c'est plus l'État qui crée les SDC, c'est les SDC qui font partie d'une espèce d'extension de l'État. Le néolibéralisme n'est plus à l'extérieur, là. Il est à l'intérieur, il organise les rapports sociaux.
Donc, l'université n'est plus à l'extérieur du néolibéralisme. C'est ça 50 ans de néolibéralisme. La société se fait dans le néolibéralisme. Et qu'est-ce qu'on voit au Québec comme impact de ça? On peut généraliser, oui, OK, il y a moins de syndicalisation, le coût de la vie augmente, les salaires, les revenus des ménages stagnent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qui se passe au Québec? C'est l'impact de ça, mais c'est l'impact de la manière dont la société s'organise. C'est pas l'impact. Puis là, le complot est pas utile. On n'est plus au moment fondateur du néolibéralisme. On est au moment où la gauche se définit dans le néolibéralisme. C'est une gauche néolibérale qu'on a. Je veux dire, elle tombe pas du ciel, elle s'organise, puis elle se définit, puis elle essaie de se désengluer, mais elle est aux prises avec la social-démocratie contemporaine. Québec solidaire et néolibéral? Oui, okay. Absolument. Puis ils mettent pas en question le système économique, c'est pour ça que vous dites, oui, mais il est difficile à saisir pour remettre en question le capitalisme, mais pas à l'extérieur et pas à l'extérieur de la société, il est organisateur à la société. Il est, en termes un peu techniques, il est hégémonique. Il organise les rapports sociaux. Donc, Québec solidaire ou n'importe qui veut être pertinent puis qui veut participer à la société est comme aux prises avec cette organisation-là. Québec solidaire est néolibéral, mais Québec solidaire aurait tort de ne pas l'être parce qu'ils sont coincés dans le monde où ils sont. La question de Québec solidaire, la question d'autres partis politiques, c'est l'autonomie relative que tu prends face à est-ce que tu te désenglues, jusqu'à quel point. Ça, c'est... c'est très pessimiste, André, ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de militants dans les partis, notamment, on prend comme exemple Québec solidaire, qui souhaitent un autre avenir. On sait au Québec, au niveau des groupes communautaires, de la rue, disons, des gens, ils veulent autre chose. Et des gens qui veulent autre chose, qui veulent justement les rapports plus humains au travail, dans le marché, dans nos quartiers. Et le véhicule politique que beaucoup voient, c'est Québec solidaire. Oui, mais les gens n'ont pas voulu le néolibéralisme en partant. C'était pas... Oui, OK. Donc, est-ce qu'ils ont tort? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, il y a des gros problèmes. On ne peut pas continuer indéfinitivement à voir nos revenus stagner, le coût de la vie augmenter. Et voilà, jusqu'à où c'est un problème. On peut rester là comme ça longtemps. C'est ça. On est encore une société très riche. Je pense qu'on peut non seulement laisser les barbares rentrer chez nous, mais demain, ils nous disent ce qu'on mange pour le petit déjeuner. On n'est pas arrivé au bout de ça. Ça n'arrive pas un bout qui arrive naturellement. Puis le pessimisme, il n'est pas un pessimisme... Je ne suis pas pessimiste face aux êtres humains, mais aux possibilités d'articuler ce que les êtres humains veulent, de donner une forme à ça. Et les possibilités de donner une forme politique, ça, je suis pessimiste pour le moment, de donner une expression politique. Je pense que cette expression-là, elle reste engluée dans des manières d'être politiques, dans on le voit tellement fréquemment. Est-ce que je devrais arrêter de... Non, allez-y, mais j'allais vous inviter d'aller en musique, de faire une petite pause. Je prends ça comme un bon signe que tu me tutoyais au début de l'émission, puis là, tu me vois. Ah oui? Je vais avoir l'air plus... J'ai même pas remarqué. Moi, oui. Moi, j'ai une excuse, je comprends pas ces nuances-là. Mais oui, merci de votre invitation. Ah oui?